de grands groupes d'hospitalisation privés dans le cadre de la mission d'information sur la financiarisation de l'offre de soins. Nous accueillons ainsi M. Pascal Rocher, directeur général du groupe Ramsay Santé. Bonjour monsieur et bienvenue. M. Sébastien Proto, président exécutif du groupe Elsan. Bonjour et bienvenue. Et M. Daniel Caillé, président fondateur du groupe Vivalto Santé. Bonjour monsieur et bienvenue au Sénat. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de l'éclairage que vous pourrez nous apporter. Il est précieux car la présence de grands groupes privés est ancienne dans le secteur de l'hospitalisation privée, la part du privé à but lucratif représentant environ 30% de l'ensemble de l'offre hospitalière en France, comme vous le savez. De plus, vos groupes sont susceptibles de participer à la restructuration en cours dans d'autres professions, notamment au travers de la reprise de cabinets. Votre vision pourra donc porter, le cas échéant, au-delà du seul segment des établissements de santé privés. Je vous indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est retransmise en direct sur le site du Sénat et sera disponible en vidéo à la demande. Je vais tout d'abord vous laisser la parole pour un propos introductif. Les membres de la commission, mes collègues, vous interrogeront par la suite, en commençant par les rapporteurs de la mission d'information, que sont Corinne Imbert, Olivier Henno et Bernard Jomier. La parole est à vous, messieurs. Bien, merci Monsieur le Président. Peut-être en introduction dire quelques mots en ce qui concerne Ramsay Santé. Ramsay Santé donc, est un groupe d'hospitalisation privée, de centres de soins. Nous sommes présents dans 5 pays en Europe et je dirige ce groupe depuis 12 ans. Je vais me concentrer sur notre activité en France. Ramsay Santé est une entreprise à mission, donc, dont le comité de mission est présidé par M. Martin Vial. Entreprise à mission qui, en France, donc, avec 133 établissements de soins, que cela soit MCO, SMR, donc soins de médecine et réadaptation et santé mentale, prend en charge environ 4 millions de patients. Pardon de vous donner autant de chiffres. Nous, en termes de chirurgie en France, nous opérons 1 Français sur 9, que ceux-ci soient privés, publics, etc., avec un peu plus de 900 salles d'opération. Vous dire que nous sommes, comme mes collègues, tout patient, toute pathologie. Nous sommes ainsi le premier offreur de soins en Seine-Saint-Denis, avec 7 établissements, qui sont d'ailleurs tous les 7 en déficit. Il se trouve que notre groupe est coté pour 1% de son capital, et donc nous sommes, par définition, nos comptes sont publics, certifiés, soumis à l'AMF. Nous prenons en charge plus de 10% des patients que nous prenons en charge sont des patients relevant de la CMU. Je vous le disais, que ce soit en Seine-Saint-Denis, à Trappes, etc., nous sommes dans des ratios de 17 à 18%. Nous faisons beaucoup d'actes lourds. Ainsi, comme nos collègues, nous avons 224 autorisations en France de cancérologie. Nous sommes le premier acteur en cardiologie interventionnelle lourde. Vous dire par ailleurs que notre rôle avec l'hospitalisation pendant le Covid a été évidemment la complémentarité avec le public à la demande du ministre et du gouvernement. De par notre poids en Île-de-France, nous sommes passés en 3 semaines de 225 lits de réanimation à près de 600 lits de réanimation et nous avons pris en charge près de 20 000 patients en réanimation en France. Si je reste que sur l'Île-de-France, l'AP-HP a pris en charge 39% des patients en réanimation Covid. Nous avons pris en charge 18% des patients réanimation Covid en Île-de-France, ce qui d'ailleurs, je me permets, a conduit le Premier ministre, Jean Castex, à venir dans un de nos établissements pour remercier notre groupe et à travers notre groupe l'hospitalisation privée pour son implication dans le Covid. Être un groupe, je me permets là aussi de reprendre les mots publics du Premier ministre à l'époque, nous a permis de prendre des décisions fortes. Ainsi, par exemple, le 2 avril 2020, en gros 3 semaines après le démarrage du Covid, nous avons pris la décision de transférer quasiment l'intégralité des médicaments curares, propofol, respirateurs de nos hôpitaux, par exemple de Biarritz, Bayonne, Dax, où il se passait, entre guillemets, le Covid était encore très faible, et d'avoir des centaines d'infirmières, aides-soignantes qui sont venues renforcer nos équipes en Île-de-France, en région Rhône-Alpes. Voilà.
Nous avons par ailleurs des centaines d'accords avec l'hospitalisation publique, que ce soit la PHP, les HL, etc. Notre groupe, il se trouve, est présent plutôt dans les grandes villes. Voilà, quelques mots d'introduction sur ce que nous sommes. Vous dire que nous avons 2 investisseurs, 2 actionnaires à long terme depuis plus de 10 ans, Monsieur le Président, que sont Ramsay Health, groupe australien d'hospitalisation privée, dont le premier actionnaire est une fondation, et le Crédit Agricole. Ces 2 actionnaires ont investi dans notre groupe par définition sur fonds privés depuis 10 ans 2,5 milliards d'euros, salles hybrides, robots, etc. Et ils n'ont pas pris un seul euro de dividende depuis 10 ans. Là aussi, voilà, nos comptes sont publics, certifiés et soumis à l'AMF. Voilà sur le propos introductif, Monsieur le Président, avant de répondre peut-être plus largement au mot financiarisation. Monsieur le directeur, merci. La parole est à Monsieur Proto. Bonjour, mesdames et messieurs les sénateurs, et merci pour cette audition. Quelques mots très rapides sur le groupe Elsan. Le groupe Elsan réalise 10% du total des séjours publics et privés en France, avec des dominantes fortes, notamment la cancérologie. On est le 2e acteur du cancer en France, derrière les centres de lutte contre le cancer. 1 patient sur 8 est opéré du cancer dans un de nos établissements. Donc, ça vous donne un positionnement médical. Deuxième caractéristique du groupe, qui est présent au fond sur tous les segments, mais en particulier la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, les soins de suite et de réadaptation, la dialyse, la chimiothérapie, l'hospitalisation à domicile. La grande caractéristique du groupe Elsan, c'est de n'être présent que en dehors de Paris. Nous sommes un acteur de territoire, nous avons 3 établissements en Île-de-France, et le reste, on a plus de 200 établissements, toutes activités confondues, le reste est dans les territoires. Et c'est un élément très structurant, très caractéristique du groupe. C'est le 2e, pour moi, message important pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension de nos positionnements respectifs, certains plus en Île-de-France, d'autres plus dans les territoires, et certains mixant l'ensemble. 3e élément que sur lequel je souhaitais insister, au fond, nous sommes un groupe de santé privé. Et nous mettons le mot, la collectivité, mais le mot lucratif derrière. Mais nous sommes d'abord un acteur de santé, en l'espèce pour Elsan, dans les territoires. Et je pense que l'échange que l'on pourra avoir sera d'abord sur ce qu'apporte le fait d'avoir des groupes de santé privés, en complément des acteurs indépendants. Pour moi, si j'essaie de le résumer, ce qu'apporte un groupe, compte tenu de son assise, du nombre d'établissements que chacun a, c'est la capacité, à rebours des idées reçues, de maintenir l'offre dans les territoires. Il y a, pour le groupe Elsan, à la fin de l'année 2023, 40% d'établissements en perte. Si je prends des exemples, en Bretagne, la plupart de nos établissements sont en perte. En Seine-Saint-Denis, notre établissement qui joue un rôle majeur d'appui à l'hôpital public est à un niveau de perte très important. Et je pourrais multiplier les exemples. Et néanmoins, nous sommes en capacité de maintenir ces établissements alors qu'ils sont en perte et que le nombre d'établissements en perte augmente parce que précisément nous sommes un groupe. Et c'est un message que je souhaite vous apporter. D'abord, la dégradation économique du secteur de l'hospitalisation privée qui est profonde, qui est inquiétante. Et deuxièmement, un grand nombre des établissements en perte, si c'était des acteurs indépendants, auraient fermé depuis de nombreuses années. Et le fait d'être un groupe permet précisément de faire jouer des complémentarités, de maintenir de l'accès aux soins dans des territoires qui sont généralement des déserts médicaux, avec des densités de professionnels de santé plus faibles que la moyenne nationale, et dans certains cas, des situations, des villes dans lesquelles nous sommes le seul offreur de soins tout court, et en particulier vis-à-vis de populations âgées. Donc, premier message sur l'apport du groupe, pour moi, c'est la capacité à protéger l'offre de soins. Deuxièmement, un groupe, c'est une capacité d'investissement plus forte qu'il faut protéger. Le groupe Elsan investit 170 millions d'euros par an pour ces équipements, les équipements médicaux, l'innovation, au fond l'excellence sanitaire et médicale. Pour un groupe comme Elsan qui n'est présent que dans les territoires, ça veut dire apporter l'innovation, l'excellence médicale dans les territoires.
C'est ce qui permet, par exemple, dans le domaine de la chirurgie, d'avoir des robots indispensables aujourd'hui pour attirer les professionnels de santé et pour suivre l'évolution de la technologie, d'apporter des robots dans l'ensemble des territoires. Alors, troisième élément, le fait d'avoir des groupes permet aussi d'accélérer la transformation du système hospitalier français. Un seul chiffre à retenir, le secteur hospitalier privé a massivement basculé dans l'ambulatoire. Il a un taux d'ambulatoire supérieur de 25 points de pourcentage à l'hôpital public. C'est le résultat d'un effort de transformation, d'investissement difficile. Et je pense que le fait d'avoir des groupes a été un aiguillon de cette transformation. Enfin, pour terminer, quelques enjeux qui pour moi me semblent importants, au-delà du débat qu'on va avoir sur la notion de financiarisation, que je ne partage pas en ce qui concerne l'hospitalisation privée. Je suis, à titre personnel, très préoccupé par la fragilisation croissante du secteur de l'hospitalisation privée. C'est un élément de contexte grave, il est structurel, il est inquiétant. Deuxièmement, nous avons des activités particulièrement affaiblies, la maternité, les urgences, les services de soins critiques et même les activités de médecine pour des raisons de financement. Troisièmement, le cadre de régulation reste problématique et nous espérons que la mise en place d'un cadre pluriannuel sera de nature à protéger l'offre de soins dans les territoires. Enfin, dernier point, l'enjeu majeur, c'est la coopération entre le public et le privé et dans bien des cas, elle est indispensable pour garantir le maintien des activités d'un côté ou de l'autre dans les territoires. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Caillé. Voilà, le dernier, ça me permet de ne pas en faire des redites. Donc, je suis dans ce métier depuis 35 ans et j'ai recréé un groupe il y a une quinzaine d'années avec des médecins qui s'appelle Vivalto Santé depuis la Bretagne. Et nous sommes essentiellement provincial, un peu sur les Yvelines, hein, c'est pour ça la partie mixte. Et je l'ai créé avec des médecins actionnaires et moi-même investisseur. Et bien sûr, on a été obligé de s'accompagner d'autres investisseurs. Donc la recherche du bon investisseur, si c'est un sujet qui vous intéresse, je l'ai connu depuis 15 ans. Je ne vais pas vous raconter l'évolution du secteur parce que ça nous emmènerait un petit peu loin, mais l'évolution, elle est irrémédiable avec un transfert de génération, avec des investissements, comme l'a très très bien dit et Pascal et Sébastien, considérables à faire dans nos établissements. Hein. C'est 5 ou 6% de notre chiffre d'affaires qu'on doit mettre au travail. Hein. Donc notre métier, c'est d'investir. Hein. Le résultat est une variable, je dirais pas annexe, mais c'est une variable qui permet d'investir. S'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas investir. S'il y a du résultat, on peut investir. Donc j'ai créé ce groupe avec un actionnariat qui reste partagé. Donc je suis devenu un acteur européen. Je suis 5e ou 6e ou 7e acteur européen. Je suis plus petit, Vivalto Santé, que mes confrères de l'ordre de 40%. On a 52 établissements. On a 100 établissements en Europe sur le Portugal, l'Espagne, la Suisse, la Tchéquie et la Slovaquie. À peu près 20 000 personnes. Donc ce groupe a grandi parce qu'il crée du sens et il crée de la valeur à la fois médicale et économique. Donc le capital est réparti entre donc ces médecins. J'ai 1000 médecins actionnaires hein, sur 3000, c'est pas rien, hein, qui ont suivi tout le parcours en tant qu'investisseurs. Hein. Vous savez, mais on ne va pas revenir là-dessus, que nos établissements ne sont pas du tout régulés comme des sociétés d'exercice libéral. On n'est pas dans le monde de la radiologie ou de la biologie. On a des autorisations, ce sont des établissements, ce sont des SAS, et nous avons le problème de la transmission de ce patrimoine-là sur des médecins qui s'en vont et sur des médecins plus récents qui veulent bien garder un investissement, je dirais, de leur épargne, mais qui ne sont pas capables de prendre la suite. Donc on est rentré dans ce secteur pour se substituer à des médecins fondateurs. Voilà. Après, la caractéristique qui est fondamentale chez Vivalto Santé, c'est qu'on a toujours considéré qu'on marchait sur deux pieds avec l'hôpital public. Et que les deux pieds, il fallait qu'ils marchent ensemble. Hein. Et marcher ensemble, ça veut dire qu'on est aussi préoccupé du sort de l'hôpital public que ce qu'on aimerait que l'hôpital public soit préoccupé de notre sort. Bon. Mais ce qui est un sujet donc de partenariat, et ce que disait Sébastien est tout à fait vrai, sur les territoires, le partenariat public-privé, quand on est sur des problématiques concrètes de prise en charge, il n'y a pas de tension. Il peut y avoir des tensions de compétition avec les CHU, il peut y avoir des compétitions marginales sur les grandes villes.
de part de marché. Mais la réalité, c'est que dans la désertification médicale, on est dans la complémentarité beaucoup plus que dans la concurrence. Ayez ça bien en tête. Donc, mon actionnariat est composé au départ de banques autour de moi, donc BNP, qui sont toujours là, BNP, Crédit Agricole et Arkea. Il y a un assureur qui est rentré qui s'appelle la MACSF et la BPI, qui est depuis maintenant une dizaine d'années à mon capital. 85% du capital, disons, non médecin est détenu par des Français. Voilà la caractéristique de ce groupe. On est devenu la première entreprise à mission parce qu'un des garde-fous du système, c'est de mettre des valeurs et du sens et du contrôle là où il faut le mettre, c'est-à-dire à quoi on sert. Accompagner et soigner au service de tous nos patients tout le long de leur parcours de soins et de leur vie. Donc on a 4 ans de vécu d'entreprise à mission et ça a un vrai sens. Un auditeur indépendant, tiers auditeur qui rend compte, et tout ça est public, c'est-à-dire que c'est démarqué du rôle de l'actionnaire, hein, donc les avis sont publics, et comme le disait Pascal, Martin Viel, comme président du comité de mission de Ramsay, aura un rôle important à jouer dans l'expression de la satisfaction de notre mission, qui se décline en 4 secteurs, hein, bien sûr, le patient, le médecin, les salariés, l'environnement, donc c'est assez simple, on pourra compléter si vous le voulez. Donc notre système, il se caractérise par ce grand garde-fou de l'entreprise à mission qui est extrêmement contraignante dans les objectifs chiffrés. Il se caractérise par une gouvernance partagée, hein, puisqu'on a 5 administrateurs sur 11 qui sont médecins, et toutes les décisions stratégiques sont prises par le corps médical, qui par ailleurs a sa rémunération d'honoraires. Hein, et vous distinguez bien par rapport à la radiologie ou autre le fonctionnement de l'hospitalisation privée. Donc c'est un poids considérable de surveillance de la qualité de l'outil, puisque c'est fondamentalement la qualité de l'outil qui leur permet de travailler. Voilà les 2 caractéristiques. Un développement européen qui nous était totalement nécessaire, parce que le risque financier en France, il est devenu quasi impossible. Hein, donc la visibilité est très faible, et je voudrais redire ce qu'ont dit Pascal et Sébastien. On a bien sûr à rendre des comptes sur l'utilisation des données publiques, et Dieu sait si on a ça en tête. Mais on a aussi à pouvoir rester attractif sur des investisseurs qui doivent nous accompagner dans le développement. Et notre problème aujourd'hui, c'est que l'absence de visibilité, la situation assez dramatique de nos comptes, hein, 40% de nos cliniques sont en déficit, fait qu'aujourd'hui, l'attractivité du secteur par rapport à des gens qui sont prêts à investir à nos côtés, elle est extrêmement faible. Ce n'est pas inquiétant à très court terme, mais c'est inquiétant à moyen terme. C'est que si on ne trouve pas les critères de visibilité et programmation pluriannuelle, si on ne trouve pas des critères de stabilité d'un système au-delà du couperet de Bercy qui tombe chaque année, on aura une énorme difficulté à continuer et la machine de restructuration du secteur, elle s'arrêtera. Donc c'est pas rien, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est un vrai cri. Aujourd'hui, on est incapable, je suis incapable de faire une sortie de mes investisseurs et d'en trouver des nouveaux. Voilà. Ma stabilité, c'est mes médecins et moi. Voilà. Mais ça n'a qu'un temps. Hein. La loi de l'argent, elle est toujours plus forte. Donc l'attractivité, la visibilité, la capacité à rentrer dans un schéma durable de partenariat public-privé, de forcer l'hôpital public à se moderniser, à faire de la marche en avant économique et non pas simplement de la protestation budgétaire de fin de mois. Ça, c'est nos équations, on en dépend complètement, puisque l'équation de Bercy, elle est contrainte, et elle sera malheureusement de plus en plus contrainte. Voilà. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole au rapporteur sur la mission d'information, et en commençant par Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos introductifs. Dans son dernier rapport chargé produit pour 2024, l'assurance maladie indique que, et je cite, « Si l'objectif final des acteurs financiers demeure la rémunération du capital investi, cet objectif peut être aligné de manière temporaire ou durable avec les objectifs des politiques publiques et donc constituer un levier de transformation de l'offre de soins. » En parallèle, la Cour des comptes a pointé dans un rapport de l'été 2023 sur les logiques de complémentarité de concurrence des établissements de santé publics et privés une implantation très inégale du secteur privé lucratif dans les territoires, avec une concentration marquée dans des grandes agglomérations sur le pourtour méditerranéen et en Île-de-France. J'ai bien entendu combien vous avez insisté sur les territoires, mais quand on regarde la carte de France, on a quand même une concentration sur ces régions. Dans ce contexte, peut-on vraiment dire que vos groupes
contribue à favoriser l'accès aux soins des patients. Par ailleurs, la nette répartition des activités et des actes entre le secteur public et le secteur privé lucratif, qui est également relevée par la Cour des comptes dans son rapport, s'est-elle accentuée sous l'effet de la financiarisation, selon vous? La situation des maternités est un exemple assez éclairant, avec un doublement ces 20 dernières années du nombre de départements sans aucune maternité privée. Et plus largement, quelle est votre politique de rachat, de concentration, de choix d'abandon de certaines activités et de politique de ressources humaines? Et quand vous choisissez d'arrêter une activité, est-ce que vous allez voir, vous avez parlé beaucoup de coopération avec l'hôpital public, hein, est-ce que vous allez voir l'hôpital public d'à côté pour dire, voilà, est-ce qu'à un moment donné, il y a une discussion entre vous, en sachant évidemment que ce choix vous appartient, hein, je n'en discute pas, mais les effets dans un territoire donné sur la fermeture de telle ou telle maternité et le report, bien évidemment, je pense à un établissement qui faisait plus de 1000 accouchements à l'année, et le report en termes d'activité de surcharge pour l'hôpital public d'à côté. Je vous remercie. Je vais peut-être dire qu'il y a beaucoup de questions, si je peux me permettre. Je vais essayer de dire quelques mots d'introduction. Plus de 90% de notre activité en France est payée par l'État. C'est une chance et une responsabilité. Et en ce moment, une difficulté, puisque, une fois de plus, nos comptes sont publics à fin décembre. Maintenant, l'ensemble du groupe est déficitaire. Alors, si avant tout nous sommes payés par l'État, je considère que nous devons être gestionnaires responsables des deniers publics avec, en moyenne, on n'est pas parfait, une meilleure qualité. Gestionnaire responsable des deniers publics, de facto nous le sommes, puisque comme vous le savez, pour le même patient, la même pathologie, nous sommes en moyenne payés à peu près 25% de moins que l'hôpital public, pour le même patient, la même pathologie, et que par ailleurs, les frais de personnel représentent à peu près 50% des coûts, et que pour la même infirmière que nous recrutons ce matin, nous payons 10 points de charge sociale en plus. Donc, cela crée des contraintes très fortes. Donc, gestionnaire responsable des deniers publics, nous le sommes de facto, et par ailleurs, sans être parfait, l'hospitalisation privée en France, la Haute Autorité de Santé montre qu'en moyenne, les certifications, je pense que vous connaissez très bien ce système, font qu'en moyenne, nous avons une meilleure qualité que n'importe quel autre groupe. On n'est pas parfait, hein, il peut arriver ce qu'on appelle pudiquement des événements indésirables graves. Vous soulevez une question, madame, par rapport au territoire et notre présence par rapport à certaines activités. Comme l'a souligné Sébastien Proto, nous sommes avant tout payés par l'État, nous le disions. Nous sommes aujourd'hui structurellement sous-financés de par l'inflation, l'ONDAM, etc. On peut débattre de ce sujet-là, bien sûr, n'est pas fait pour couvrir l'inflation. Et paradoxalement, plus nous faisons du lourd, plus nous sommes en déficit. Comme mes collègues, notre groupe est le premier acteur avec près de 9000 médecins libéraux en France. En cardiologie interventionnelle, en cancérologie, nous avons le premier centre de neurochirurgie en France à Clerval, Marseille, avec plus de 12 000 interventions par an, etc. Est-ce que depuis 12 ans, pour personnaliser que je dirige ce groupe, malgré les difficultés, nous avons rendu une seule autorisation de cancérologie? Non, madame, non. Bien qu'on soit déficitaire. Au contraire, on considère que c'est notre rôle, en tous les cas que c'était notre rôle. Nous assumions jusqu'à maintenant d'avoir 35-37% de cliniques en déficit. Une fois de plus, comme l'a bien exprimé Sébastien Proto, la donne est en train de changer. Nous n'avons jamais rendu une autorisation. Nous avons, depuis 12 ans, fermé un PPP. Vous savez, il y avait eu un certain nombre de PPP, notamment entre 2005 et 2012, je vais vous le dire, à Gien, où nous avions une entité où nous n'arrivions plus à recruter des anesthésistes. Nous devions, pour l'hôpital public, dont les murs étaient au même endroit, si je peux me permettre, avoir en permanence un bloc de césarienne ouverte. Voilà, on était dans un déficit majeur, mais surtout, on ne pouvait plus recruter d'anesthésistes. Donc, on a discuté très bien, en l'occurrence, avec le CHR d'Orléans, pour transférer les activités, les salariés, etc. Je me permets juste un commentaire sur le plan budgétaire. De tête, notre activité, c'est à peu près 9 millions d'euros, autant que je me rappelle. De facto, le lendemain, le chiffre d'affaires est devenu 13 millions d'euros, puisqu'une fois de plus, pour le même patient, la même pathologie, le public est mieux payé. Donc voilà, non, nous n'avons jamais rendu d'activité. Et notre présence en Île-de-France, je vous le disais, nous augmentons notre nombre de patients à la CMU structurellement depuis 7 ans,
notamment de par notre implantation. Trappes, 55 000 passages aux urgences. Nous sommes le seul hôpital. Les 7 hôpitaux en Seine-Saint-Denis, nous faisons plus d'activités que l'AP-HP à Avicenne, etc. Et je vous le disais, je me permets de vous redire, nos 7 hôpitaux en Seine-Saint-Denis sont structurellement déficitaires. Oui, c'est un problème à terme. Quant aux maternités, vous avez raison, dans les années 60, c'est mon cas, plus d'un bébé sur 2 naissait en France dans une maternité privée. Aujourd'hui, c'est 18%. Et il y a, je crois, sous votre contrôle, 39 départements où il n'y a plus de maternité. Alors d'abord, quelle est la politique du groupe? La politique du groupe, aujourd'hui, nous avons 24 maternités. Nous en avions donc 29 000 bébés naissent dans nos maternités en France. Il y en avait 30 il y a 5 ans. La politique sur un plan médical du groupe que j'assume complètement est moins de 550 naissances par an. En termes de présence de gynéco-obstétriciens, de sages-femmes, nous mettons en risque la parturiente, la future maman. Et donc, sur ces 6 maternités, que ce soit à Valence, que ce soit à Vergalan en Seine-Saint-Denis avec Robert Ballanger, nous avons discuté avec l'hôpital public, avec le soutien de l'ARS, pour transférer notre maternité vers le public. Est-ce que je pense que pour notre pays, je pense que compte tenu notamment du décret de périnatalité de 1998, je pense que dans 20 ans, moins d'un bébé sur 10 naîtra dans le privé. Je pense que c'est dommage pour notre pays parce qu'une fois de plus, les 2 systèmes sont complémentaires. Sébastien l'exprimait très bien en termes d'agilité, flexibilité. Et puis après, c'est une remise en cause ou pas de l'existence de la médecine libérale en France. Il y a 100 000 médecins libéraux. Le décret de périnatalité de 1998, vous le savez, en 30 secondes, qui a classé les maternités en niveau 1, 2, 3. Il y a 68 maternités en France niveau 3, CHU, CHR. La Cour des comptes, je me permets de manière régulière, tous les 2-3 ans, dit que près de 2 tiers des bébés qui naissent en maternité de niveau 3 ne devraient pas, il n'y avait pas besoin. De facto, parce que nous sommes privés, nous n'avons pas accès au niveau 3, même si nous avons la néonate, la recherche clinique, et dans un monde d'anxiété, vous le voyez comme moi, de plus en plus de jeunes couples, ou moins jeunes, peu importe, qui vont avoir un bébé, veulent aller vers ces maternités ultra sécurisées. Voilà notre politique. Donc oui, les maternités, je l'assume, moins de 600 accouchements en gros. On discute avec l'hôpital pour des raisons médicales. Sinon, nous n'avons jusqu'à présent jamais restructuré. J'étais un petit peu long, madame. Voilà, la politique ressources humaines, je vais laisser mes collègues s'exprimer, évidemment. Madame le rapporteur, je vais essayer de reprendre les différentes questions là, de manière rapide. Sur la présence dans les territoires, je le redis, le groupe Elsan, en l'espèce, je parle pour le groupe que je dirige, est vraiment un acteur de territoire. Mais quand on dit acteur de territoire, je ne voudrais pas qu'on pense que nous faisons de la cosmétique, c'est-à-dire que nous appelons territoire, en gros, Lyon-Marseille, pour résumer. Non, j'appelle territoire les territoires, c'est-à-dire des villes de taille moyenne, voire des petites villes. La dernière grosse acquisition du groupe, qui était le groupe C2S en Bourgogne-Franche-Comté, nous a conduit à nous renforcer dans cette région avec des établissements dans des villes petites ou de taille moyenne. Et nous resterons un acteur de territoire. Quand vous regardez la présence du groupe, vous voyez qu'à l'évidence, nous ne sommes pas à Paris sur les activités médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite, tout ce que j'indiquais tout à l'heure. Nous avons une présence très limitée à Lyon et à Marseille. Et en réalité, quand vous regardez comment nous sommes répartis, on voit qu'à l'évidence, de Dole, à Lons-le-Saunier, à Limoges, à Albi, à Perpignan, à Céré, je pourrais égrener des noms de territoires. Deuxième élément, quels sont les critères, avez-vous dit, pour fermer une activité et au fond nous désengager? Et là, pour moi, il faut que les choses soient parfaitement comprises. Dans tous les cas, je voudrais vraiment vous convaincre d'une chose. Nous avons, par exemple, dans le groupe Elsan, 25 maternités, une trentaine de services d'urgence. Quand nous avons à prendre une décision sur une activité, c'est parce que le fondement sanitaire n'est plus respecté. Et ce ne sont jamais des fermetures sèches. Et je veux battre en brèche vraiment cette idée. Et je vais prendre des exemples très concrets. Quand nous avons, comme c'est le cas par exemple dans un de nos établissements à Avignon, nous avons une maternité. Je m'entretenais hier avec la maire d'Avignon sur ce sujet, je suis allé la voir.
nous avons une maternité dans laquelle il nous reste 3 gynécologues obstétriciens. C'est une maternité qui, avant 2010, faisait 1800 accouchements par an. Elle en fait désormais 900. Parce que les femmes accouchent à un âge en moyenne plus élevé, vont plutôt dans des maternités de niveau 2B, de niveau 3, ce qu'on peut comprendre. Or, les maternités de l'hospitalisation privée sont majoritairement de niveau 1 et un peu de niveau 2A. Bon, donc nous sommes beaucoup plus impactés par la baisse des naissances que l'hospitalisation publique, point numéro 1. Point numéro 2, il y a un contexte de pénurie de gynécologues obstétriciens qui frappe l'ensemble du territoire, en particulier les villes de taille moyenne et les petites villes. Quand vous commencez à tourner avec 3 gynécologues obstétriciens et plus aucun pédiatre libéral, qu'est-ce qui se passe? Les 3 gynécologues obstétriciens doivent assurer le même nombre de gardes que s'ils étaient 6. Évidemment, ça leur pose un problème, ce que l'on comprend. Par ailleurs, ils doivent payer une assurance. Ne serait-ce que pour payer l'assurance, qui peut aller jusqu'à 40 000 € par an, il faut qu'ils fassent plus de 100 accouchements par gynécologue obstétricien. Le cadre conduit inéluctablement à vider ces maternités de leur première force, les gynécologues obstétriciens et les pédiatres. Face à cela, si notre motivation était économique d'abord, ce que j'entends souvent, c'est très simple, il y a 25 maternités dans le groupe Elsan. Je pense pouvoir dire raisonnablement qu'au moins les 2 tiers sont en déficit. Je n'ai pas annoncé la fermeture des 2 tiers des établissements du groupe Elsan. Je n'ai d'ailleurs annoncé aucune fermeture. Nous avons à chaque fois, quand c'est nécessaire, et c'est en nombre extraordinairement limité, une discussion avec le centre hospitalier, sous l'égide de l'ARS, pour mettre en place des regroupements. C'était le cas à Agen, par exemple, ça sera le cas à Avignon. Ça fait l'objet de mois de discussions sous l'égide de l'ARS, et à aucun moment il n'y a de fermeture sèche. On ne vide pas un territoire de son offre en l'espèce de périnatalité. Et le même raisonnement vaut en matière d'urgence, quand nous avons l'obligation de fermer des urgences la nuit, parce que tout simplement, nous n'avons plus de médecins urgentistes en nombre suffisant qui acceptent de faire les gardes. Mais ce ne sont pas des raisonnements économiques, quel que soit l'actionnariat. Et j'insiste sur ce point-là, parce que j'ai oublié d'évoquer l'actionnariat du groupe Elsan. Il a 3 caractéristiques, pardon. D'abord, il y a beaucoup d'actionnaires. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, il y a des actionnaires français et étrangers. Le premier actionnaire est KKR, qui a 40% du capital. CVC est le deuxième. Et ensuite, nous avons des actionnaires français qui sont un mélange. Tétis, actionnaire de très long terme dans la santé. AXA, la famille Mérieux, le fonds d'investissement Ardian et CNP, le groupe Caisse des dépôts, qui, comme chez Daniel Caille, comme chez Almaviva, est actionnaire du secteur et qui a donc accès, comme l'ensemble des actionnaires, aux décisions que nous avons à prendre et que nous prenons effectivement. Je termine sur votre dernière question, qui était vaste. Quelle est votre politique de concentration, de rachat ou d'abandon d'activité? Écoutez, les choses sont très très simples. Le développement d'un groupe, tel qu'il a été conçu chez Elsan, consistait à dire, dans chaque territoire dans lequel nous sommes implantés, nous voulons avoir une offre large, offerte aux patients et cohérente. Ce que je veux dire par là, c'est que nous voulons pouvoir être présents de la fonction de diagnostic, l'imagerie, à l'acte de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, jusqu'au retour à domicile et au préalable, les soins de suite. C'était des logiques vraiment de complétude de l'offre au niveau territorial. Les conditions économiques du secteur se sont tellement dégradées que toutes ces opérations de croissance externe, comme on les appelle, aujourd'hui ne se font plus ou de manière marginale. Et vous noterez d'ailleurs qu'en matière d'hospitalisation à domicile, le groupe Clariane vient de céder son activité d'hospitalisation à domicile. Elsan est le premier acteur du marché de l'hospitalisation à domicile privé et donc premier acteur de soins palliatifs en hospitalisation à domicile qui achète l'hospitalisation à domicile de Clariane, non pas un acteur privé lucratif, mais une fondation, un acteur non lucratif qui, paradoxalement, a les moyens de faire cette opération aujourd'hui.
Voilà pour répondre à grands traits. Je laisse surtout la parole à Daniel. Je vous demanderai d'être un peu plus précis, concis, parce que nos rapporteurs ne se sont pas encore exprimés. Il reste M. Hainaut et M. Jomier, et ensuite j'ai pas mal de collègues qui souhaiteraient vous poser des questions. Merci. Très court. Rappelez-vous que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit dans le monde de la santé, hein, sur la totalité de nos activités. La concentration géographique dont vous parliez, c'est le fait que les besoins démographiques de ces grandes métropoles ne pouvaient pas être comblés par les structures publiques. Et donc, l'assurance maladie, à l'époque qui avait la main sur le secteur libéral et privé, a autorisé des créations. C'est pour ça que la concentration du privé, elle s'est faite là où on a été autorisé à le faire. Ce sont des entrepreneurs médecins qui ont créé ces établissements-là. Ça a été une concentration qui est résultat des besoins tels qu'ils étaient identifiés. Ce n'est pas une volonté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation possible, d'une nouvelle autorisation partout en France, puisqu'on est en excédent. Et c'est bien qu'on ait parlé de maternité, parce que le désastre qu'on est en train de vivre sur les maternités, il a été programmé depuis très longtemps. Et le secteur public a bénéficié de moyens considérables d'investissement dont on n'a pas bénéficié pour rénover, pour avoir des autorisations 2A, 2B et 3. Hein. Donc la compétition, elle était totalement illégale. Et rassurez-vous, moi j'en ai 10, hein, il y en a probablement 6 qui vont survivre. Hein. Les 4, on discute avec l'ARS, et les ARS sont très informés. Vous avez oublié aussi le rôle clé de l'ARS, hein, et voire même contente, d'une certaine façon, qu'on ferme. Hein, puisque quelque part, ça leur simplifie le débat. Donc on a objectivement aujourd'hui une concentration des maternités sur le secteur public qui se fait avec une volonté des ARS de rationaliser, comme ils disent, l'offre de soins en face de la baisse de la démographie. Voilà pour ce qui me concerne. Merci, monsieur. La parole est à Olivier Hainaut, ensuite à Bernard Jomier, puis je vous laisserai répondre, et nous attaquons ensuite les réponses aux questions de nos collègues. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour vos exposés. Pour poursuivre la discussion, bon, d'abord, on a ce rapport sur la financiarisation. La financiarisation n'est pas le diable à nos yeux. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est l'articulation, quel apport, qu'est-ce qui est bousculé par cette émergence, et puis au fond, la qualité des soins dans notre pays et ce qu'il en résulte. Alors, il n'y a pas de nouveauté non plus dans le fait que notre système de santé repose sur une partie de médecine publique et puis une partie de médecine libérale. Mais j'aurais 3 types de questions. Est-ce que la financiarisation et son développement ne viennent pas bousculer la pratique libérale traditionnelle, qui repose quand même sur la responsabilité personnelle, qu'on la voyait autrefois, sur l'autonomie de la méthodologie, et puis aussi l'autonomie dans l'organisation des charges de travail. Et de ce point de vue-là, quel regard portez-vous sur le communiqué du Conseil de l'ordre des médecins qui appelle à stopper le processus de financiarisation en interdisant de manière rétroactive la participation de tiers non professionnels dans les sociétés d'exercice libéral, SEL médical? Voilà, quel regard portez-vous? C'est ce que je voulais... Je termine mes questions. La deuxième question, c'est plus au groupe Ramsay et plus généralement par rapport à votre développement de vos groupes, comment vous le voyez. Vous avez été en négociation pour la reprise de 6 centres de santé de la Croix-Rouge, je crois, et puis finalement ça n'a pas abouti. Comment vous voyez votre développement, et notamment dans les soins primaires? Et la troisième question, plus globale, plus générale, on a devant nous une obligation de régulation. Alors, vous avez évoqué vos déficits, mais la vérité, c'est qu'on a une obligation de régulation. Notre pays dépense 12% de son PIB pour la santé, alors que les autres dépensent 10%. Or, il y a une satisfaction qui est plus modérée qu'autrefois. Il y a un regard qui est plus critique. Et puis, par rapport aux 17 milliards de déficits qui sont envisagés d'ici 2027, on ne peut pas continuer comme ça, ne serait-ce qu'en termes de responsabilité pour les générations à venir. Et donc, quel regard portez-vous sur la nécessaire et indispensable régulation de notre système de santé? Je vous remercie. Merci, Olivier. C'est à Bernard Jomier.
Pardon, vous m'avez pris le cours, Monsieur le Président. Je pensais que nos invités allaient répondre. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Tous les groupes n'ont pas accepté. Il y en a un qui a décliné. Donc voilà, merci à vous d'accepter de venir échanger. Je ne donnerai pas son nom, peu importe, c'est le 4e groupe important. Donc voilà, vous ferez une recherche. Voilà. Pour poser ma première question, je voudrais rappeler, puisque le sujet c'est la financiarisation, c'est pas public-privé comme vient de le rappeler Olivier Hennaut, c'est bien la financiarisation. Je voudrais rappeler quelques données concernant Elsan et quelques faits. Elsan et Ramsay. Elsan, comme ça a été dit, a vu l'arrivée à son capital du fonds KKR, un fonds américain, en 2020 dans le cadre d'un LBO de 3,3 milliards d'euros. Et KKR est donc devenu l'actionnaire de référence avec 42% des actions. L'engagement d'ailleurs pris à l'époque était d'une durée d'investissement de 5 à 6 ans, ce qui est assez en cohérence avec ce qui se passe dans le secteur. Donc ce LBO a mené KKR à quasi remplacer un autre fonds, CVC Partners, voilà, afin d'accroître les investissements du groupe. Fin 2020, il a donné lieu au rachat du groupe C2S, implanté essentiellement en Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté pour 400 millions d'euros. À l'époque, d'ailleurs, l'investissement dans les nouvelles technologies dont vous avez parlé a été mis en avant, mais ce qu'on a constaté, c'est surtout qu'une grande part du capital avait permis de racheter d'autres cliniques 4 mois après. Donc ça, c'est KKR et Elsan. En avril 2022, le même fonds KKR déclenche une OPA sur 100% du capital de Ramsay Health Care à 15 milliards de dollars. Donc le même fonds qui a 42% d'Elsan lance une OPA sur Ramsay Health Care. Ramsay Health Care détient 53% du capital de Ramsay Santé, la branche française. Bon, finalement, il y a eu un certain nombre de réactions. La presse, d'ailleurs, a souligné à l'époque qu'en cas de rachat, l'autorité de la concurrence pourrait ne pas être tout à fait contente. Et finalement, au mois d'août 2022, KKR a retiré son offre. Donc, ma question, c'est tout de même qu'on voit là, par ces mouvements de capitalisme financier, admettons que c'était au bout, comme c'était le souhait de KKR, KKR aurait été en situation d'être l'actionnaire de référence de Ramsay, d'Elsan, pardon, et de détenir complètement Ramsay Santé. Est-ce que ce capitalisme financier, cette financiarisation, ne présente pas un risque de constitution, à minima d'oligopole, voire de monopole dans le domaine de la santé? Après, quelques questions sur, on va dire, les résultats financiers. Il y a certains de vos groupes qui communiquent de façon régulière sur leur chiffre d'affaires et il faut saluer cette transparence. Celui de Ramsay a cru de plus de 9%, par exemple, en 2023. En revanche, nous ne connaissons pas l'évolution des bénéfices nets des groupes. Nous ne connaissons pas la part des bénéfices réinvestis dans le secteur de la santé en France et nous ne connaissons pas la part qui sert à rémunérer des actionnaires ou qui est réinvestie à l'étranger. Or, tout le monde conviendra qu'il s'agit d'un enjeu crucial parce que, comme vous l'avez rappelé, 97% des recettes des établissements, de vos établissements, proviennent de l'assurance maladie, c'est-à-dire de prélèvements obligatoires sur les Français. Donc, pourriez donc vous, et la vraie question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on transforme ces prélèvements obligatoires en pensions de retraite pour citoyens américains ou australiens? Ce qui, avouez-le, poserait problème à notre système de santé. Je vois hocher de la tête négativement, je veux juste vous indiquer que lors des auditions précédentes, tous les acteurs, suivant la question de la financiarisation, économistes de la santé, etc., ont répondu oui à cette question, sans être capables, évidemment, de dire si c'était un phénomène marginal ou plus important, puisqu'il n'est pas possible d'analyser, de trouver ces informations, et ça a aussi été soulevé au cours de nos auditions, la difficulté d'accéder aux informations financières, alors qu'il s'agit encore une fois d'argent qui vient des prélèvements obligatoires des Français. Donc, concevez que la question, elle se pose de façon sérieuse aux élus. Voilà, on parle beaucoup des déficits, vous l'avez rappelé d'ailleurs. Voilà, donc comprenez que nous posions cette question. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer,
nous éclairer, en nous indiquant pour chacun votre groupe, en proportion approximative, on ne va pas être trop difficile, la part des bénéfices réinvestis en France dans le secteur de la santé et la part qui échappe à ce réinvestissement. Je vous remercie. Merci, je vous laisse répondre et ensuite, donc, j'ai quelques collègues qui... Bien sûr, merci pour vos questions. Je vais essayer de prendre juste quelques points. Alors, sur les chiffres, en ce qui concerne Ramsay, je suis très très à l'aise, je me permets d'être un peu provocateur pour vous répondre, puisque nous sommes, étant cotés, comme je vous l'ai dit, qu'on soit coté pour 1% ou 100% du capital, nous émettons un document d'enregistrement universel de 334 pages, monsieur, soumis à l'AMF, et nos comptes sont certifiés par Deloitte à EY. Je suis moi-même mandataire social. J'ai d'ailleurs toujours refusé un contrat de travail pour assumer le risque. Et donc, je vais très clairement répondre à vos questions. L'an dernier, au mois de juin, notre bénéfice était de 49 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 4,9 milliards, soit moins de 1% de résultat net, ce qui est dans l'absolu très faible. Vous trouverez dans les 334 pages, c'est légal, la description de nos investissements dans les états financiers. L'an dernier, pour être précis, 243 millions d'euros, dans 217 millions d'euros en France, etc., etc. Et depuis 10 ans, je vous le dis, je me permets, je le redis, vous trouverez dans notre ex-document de référence, maintenant le DEU, le fait que depuis 10 ans, nos deux actionnaires, et nous avons donc une assemblée générale avec également les actionnaires minoritaires, à chaque fois, depuis 10 ans, il n'y a pas de distribution de dividendes. Il n'y a pas de distribution de dividendes, c'est 0.0. Nos comptes sont publics, certifiés par l'AMF, certifiés par Deloitte et EY. Je ne sais pas trop quoi rajouter de plus, sincèrement, par rapport à ces faits qui sont factuels, totaux, etc., etc. Donc, je comprends bien sûr votre question. La part réinvestie, je vous le disais, est de plus de 200 millions d'euros l'an dernier à fin juin pour un bénéfice qui était un peu plus de 40 millions d'euros, moins de 1%. À fin décembre, monsieur, sur les comptes à 6 mois, notre perte dans les 5 pays en Europe était, pour être précis, de 17 millions d'euros. Et malgré cela, avec le support de notre conseil d'administration, avec notre administratrice référente qui est Anne-Marie Couder, nous avons continué à investir et nous sommes en train d'investir plus de 200 millions d'euros dans notamment nos 900 salles d'opération en France. Sébastien Proto l'évoquait, salles hybrides, robots. Nous venons d'investir 5 millions d'euros au sud de Paris, Jacques Cartier, deuxième hôpital en Europe, premier hôpital en Europe d'IRM Cœur, 9e hôpital au monde en pose de TAVI, avec 53 cardiologues qui accueillent des fellows du monde entier, etc. Voilà, excusez-moi d'être un peu passionné, mais voilà des faits sur la transparence de nos chiffres. Deuxième, je commenterai 2 autres sujets, je laisserai mes collègues. Je vais me permettre de rester également factuel sur ce que vous dites par rapport à KKR en Australie. KKR n'a pas déclenché, monsieur, une OPA sur Ramsay Health Care. KKR, c'est factuel là aussi. KKR a envoyé ce qu'on appelle une offre non engageante sur Ramsay Health Care et au bout de 6 mois, les 2 acteurs ont mis fin à des discussions. Mais il n'y a pas eu de déclenchement d'OPA, monsieur. Non mais excusez-moi d'être factuel, monsieur. Pardon ? Ils ont voulu racheter Ramsay Health Care. Et excusez-moi, je me permets de commenter votre phrase, il y a eu le déclenchement d'une OPA. Il n'y a pas eu de déclenchement d'OPA. S'il y avait une OPA déclenchée, elle aurait réussi ou échoué. Il y a eu des discussions. Par ailleurs, si les discussions est arrivées à terme, je me permets également de rester factuel. Ce n'est pas pour ça que KKR serait devenu propriétaire et aurait décidé pour Ramsay Santé. Il y a un autre actionnaire très important qui est le Crédit Agricole. Et là aussi, je me permets de vous renvoyer aux 334 pages du document d'enregistrement universel. Il y a des clauses, etc. Dernier point que vous soulevez, que soulevait monsieur avant, les soins primaires. Oui, nous avons une stratégie, effectivement, nous croyons profondément, et je serai encore la semaine prochaine avec les équipes en Suède. Tout n'est pas parfait dans le système suédois, mais que ce soit en Suède, Norvège et Danemark. Nous sommes en Suède avec 130 centres de soins primaires, nous prenons en charge 1 million de Suédois dans des lieux, unités de lieux, de temps, 25 professionnels, payés à la capitation. Nos médecins en Suède vont en moyenne 12 à 14 patients par jour contre 25 à 27 en France en médecine générale de ville. En 20 ans, les 21 régions suédoises qui sont 21 systèmes de santé, qu'elles soient plutôt dirigées par des sociodémocrates
ou des conservateurs ont basculé sur ce système. Aucun système n'est parfait, j'y crois profondément, et c'est ainsi qu'avec Madame Buzyn, nous avions en 2020, dans le cadre de l'article 51, obtenu l'autorisation d'ouvrir en France 5 centres de soins payés à la capitation avec de la prévention et en toute transparence 7 indicateurs de santé publique. Dernier point que vous avez soulevé, nous avions effectivement été contactés il y a 3 ans à l'époque par le directeur général de la Croix-Rouge. Il avait 6 centres en grande difficulté et des centres dans 5 des civils étaient des endroits où nous sommes présents, Antony, Boulogne-Billancourt, où nous avons une clinique dédiée aux enfants, la clinique Martial Samba, etc. Ils nous avaient contactés, nous avions étudié la reprise de ces centres. Il y avait eu, je dirais, comment dire ça pudiquement, il y avait eu effectivement un certain nombre de personnes qui s'étaient émues qu'une entreprise privée à but lucratif puisse se développer dans les centres de soins primaires de la Croix-Rouge. Nous nous étions engagés à rester secteur 1, tout patient, etc. Compte tenu des discussions et malgré le support à l'époque de l'ARS, nous nous étions retirés. Je me permets de constater qu'il y a 2 mois, ces centres aujourd'hui ont fermé, etc., etc., et que ça pose des gros problèmes aux villes en question. Voilà. Merci. Je pense que toutes les questions qui ont été posées sont liées en réalité. Elles ont la thématique financiarisation. Je dois vous redire que ce thème me gêne beaucoup. Je le trouve insuffisamment précis. Et à mes yeux, même le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie fait désormais des distinctions dans ce thématique de financiarisation et dans son champ d'application. Mais reprenons les sujets. Au fond, la financiarisation, prenons une acception simple, c'est le fait d'avoir des investisseurs privés. Je ne crois pas que ce soit un problème d'avoir des investisseurs privés à partir du moment où ils exercent leur activité dans un cadre régulé. En l'espèce, c'est le cas pour l'hospitalisation, avec un système d'autorisation qu'on a expliqué, des contrôles réguliers de la DGCCRF, des chambres régionales des comptes, les enjeux de certification de la Haute Autorité de Santé. Ce cadre-là s'impose à tout le monde, quel que soit l'investisseur. Deuxièmement, dans les groupes qui ont des investisseurs privés, ils ont, à côté des investisseurs privés, soit le groupe Caisse des dépôts, chez Daniel, dans le groupe Almaviva, chez Elsan, soit des actionnaires à la notoriété et à l'engagement incontestable. Je pense par exemple au groupe Crédit Agricole chez Ramsay. Et donc, tout ce qui serait fait de manière cachée serait connu au fond de l'État et en particulier ou par l'intermédiaire du groupe Caisse des dépôts. Et ça me semble important de le rappeler à chaque fois. Troisième élément, ces actionnaires, quelle que soit leur nationalité, n'ont pas d'influence sur l'exercice des praticiens. Nous ne sommes pas dans le schéma des sociétés d'exercice libéral, les fameuses SEL dont on va reparler. Daniel, je pense, voudra en reparler. Notre système n'est pas du tout celui-ci. Nous ne sommes pas au capital des sociétés d'exercice libéral des praticiens. Les praticiens qui travaillent dans nos établissements, ils ont des contrats d'exercice libéral de la médecine et ils déterminent eux-mêmes leur activité, la manière de la faire. Et nous avons des discussions avec eux après sur les redevances qu'ils payent pour l'accès au plateau technique qu'ils utilisent. Quatrième point, la nationalité est-elle un problème? La nationalité de l'investisseur, puisqu'au fond, tout se polarise sur KKR et le fait que ce soit des investisseurs anglo-saxons. Je rappelle que les activités dont nous parlons ne sont pas délocalisables. On ne peut pas délocaliser une clinique. On ne peut pas non plus délocaliser les professionnels qui travaillent dedans. En ce qui concerne l'accès à des données de santé, l'accès est protégé, réglementé, quelle que soit la nationalité de l'investisseur. Il est impossible de prendre des données de santé des patients et de les envoyer aux États-Unis. Bon. Donc la nationalité, pour moi, est une question qui se pose très différemment d'activités stratégiques dans le domaine de la santé délocalisables, par exemple dans la production pharmaceutique. Enfin, vous m'interrogez sur la transparence, et en l'espèce celle du groupe Elsan. Le groupe Elsan fait 3,1 milliards de chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires a progressé, mais je dirais il a moins progressé que le nombre d'établissements en perte. C'est ce qu'on essaie d'expliquer au ministère de la Santé. Il y a désormais deux droites qui se croisent.
il est dans l'intérêt du patient que l'hospitalisation privée est une activité forte. Et nous invitons à chaque fois nos interlocuteurs à apprécier les conséquences sanitaires pour les Français si l'hospitalisation privée tournait comme l'hospitalisation publique. Je vous invite à regarder, par exemple, en matière de diagnostic du cancer, en matière de chirurgie complexe, en matière de traitement de la dette Covid, qui n'aurait pas baissé si nous avions eu la même activité que le public, mais qui aurait augmenté, qui serait passé de 3,5 millions de séjours de retard à 4 millions. Et en ce qui concerne ces résultats, le résultat net du groupe Elsan à la fin de l'année 2023, il était négatif. Aurait-il été positif? Que cela n'aurait rien changé, monsieur le sénateur. Il n'y a pas eu de dividende versé aux actionnaires, quels qu'ils soient, et quelles que soient les années, et quelle que soit la nationalité des actionnaires. KKR ne touche aucun dividende. Et s'il en touchait, alors le groupe Caisse des dépôts en toucherait également. Je pense qu'il le dirait. Ils n'ont évidemment pas de dividende parce qu'il n'y a pas de dividende. Ensuite, il n'y a pas d'argent qui quitte la France pour aller financer soit la santé à l'étranger, soit des retraités. Et enfin, je termine en disant qu'il y a une grande différence, souvent méconnue, entre les fonds d'investissement et les fonds de pension. Ce n'est pas la même chose. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Et j'invite là encore à bien sérier les sujets et les définitions. Juste un puisque retour sur des précisions. Hein, la société d'exercice libéral, ce n'est pas des SAS. Nos cliniques sont des SAS, elles ont des autorisations et elles sont séparées de l'activité des médecins. Le problème posé, c'est le problème posé par le Conseil de l'ordre, c'est la répartition des responsabilités au sein d'une SEL entre les investisseurs, qui sont à la fois les médecins libéraux, souvent des radiologues, ça a été historiquement les biologistes, et les investisseurs plus financiers. Le Conseil de l'ordre a été extrêmement vigilant, et c'est un sujet de vigilance, hein, puisque c'est des actions A, des actions B, donc le montage est compliqué, parce que la société d'exercice libéral, elle était au départ très protectrice. Donc en réalité, le Conseil de l'ordre a énormément de moyens pour juger de la bonne répartition des responsabilités et du libre arbitre des médecins. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Ce que disaient Sébastien et Pascal, c'est qu'on est dans un sujet d'outils de travail dans lequel notre obligation, c'est de mettre des moyens à disposition de nos praticiens pour qu'ils l'exercent. Et il y a simplement notre responsabilité, d'ailleurs, c'est une responsabilité de mise à disposition de moyens. Nous n'avons aucune responsabilité sur l'acte médical lui-même, puisque le médecin, et que ce soit un chirurgien ou un anesthésiste, est totalement responsable. Donc les zones sur lesquelles le Conseil de l'ordre a été amené à s'intéresser, c'est est-ce que quelque part nous subventionnons nos médecins ou est-ce qu'au contraire nous faisons trop payer les médecins pour les prestations de services qu'on rend. Donc on est en train de parler de quelques pourcents. Voilà. Donc c'est ça la zone d'interface, c'est la couverture du contrat d'exercice. Nous sommes obligés de mettre des moyens à disposition de nos praticiens. C'est notre obligation, notre responsabilité elle est là. Et elle est uniquement là. Après, sur la concurrence, c'est un sujet très important demain et l'avenir. Elle s'exprime avec l'autorité de la concurrence et elle s'exprime au niveau territorial public-privé. La jurisprudence a été maintenant bien écrite. Hein. C'est la concentration sur un territoire d'acteurs privés ou d'ailleurs publics. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de jurisprudence sur le caractère monopolistique du secteur public. Ça devrait l'être, hein, parce qu'il y a des situations assez exorbitantes. Mais donc, aujourd'hui, l'autorité de la concurrence a dit d'ailleurs qu'il s'y intéresserait. Mais nous, on a été à chaque fois qu'on a fait... Il y a un seuil qui est 50 millions d'euros. On est obligé de soumettre notre dossier à l'autorité de la concurrence. Et dans le cadre de l'avenir des GHT, dans lequel le public essaye de mettre la main sur une emprise quasiment monopolistique sur le territoire, notre problème, c'est d'arriver à survivre. Donc, survivre, c'est forcément, il y a une concentration des établissements dans une zone géographique pour essayer de faire la coordination entre les médecins libéraux d'un exercice à l'autre pour pouvoir faire des organisations de filières. Et d'ailleurs, les ARS sont assez consentants. Donc, on est bien loin de phénomènes de concentration aujourd'hui du secteur privé. Mais par contre, ce qu'il faut garder, c'est que la concentration géographique, elle est destinée à se renforcer.
Et le secteur public, pour des raisons qui sont de concentration de moyens, sont obligés de le faire. Donc c'est eux qui sont en train de mener le driver de la concentration géographique. Et puis sur la lisibilité de nos résultats, alors, en tout cas, on est tout à fait, on les communique très souvent. On les communique à nos tutelles, donc il n'y a aucun problème. Et vous avez noté que je vous avais dit qu'on investissait obligatoirement 5 ou 6% de notre chiffre d'affaires par an. Vous verrez sur n'importe quel résultat qu'on n'a jamais gagné 5 ou 6% de notre chiffre d'affaires. Quand on a gagné de l'argent, on a gagné 1, ou 1,5 ou 2%, donc on était bien loin. Donc en fait, et maintenant, aujourd'hui, on est déficitaire, tous les trois groupes. Donc la réalité, c'est qu'on investit parce qu'on cherche à se développer. Donc le pari qui est pris, c'est que le développement va nous permettre de compenser nos coûts, puisque quelque part, nous sommes payés à l'activité. Étant payés à l'activité, il faut investir pour donner des outils de travail et pouvoir franchir le point d'équilibre. Donc notre métier est un métier d'investissement. Ce n'est pas un métier de résultat, c'est un métier d'investissement. Et on attire les médecins parce qu'on leur donne des outils de travail qui sont de qualité. Donc la mécanique, c'est qu'on est condamné à investir. Et c'est une machine qui est celle qui nous régule. Aujourd'hui, la régulation, elle est économique. Et aujourd'hui, on prend ce pari-là et trouver des investisseurs qui nous accompagnent dans ces chemins-là. Historiquement, vous savez, moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais depuis 35 ans. Il y a un moment de ma vie où j'avais développé un autre groupe. Et j'appartenais à un groupe qui s'appelait la Générale des Eaux. J'étais cadre à l'époque. Je l'avais créé, ce groupe-là. Vous trouverez son nom. On m'a annoncé qu'il serait vendu 9 mois avant. J'ai fait le tour de tous les investisseurs de France. Là, on est en 97. Vous voyez, c'est pour être donné un tout petit peu plus précis. J'ai vu tous les fonds, des assurances, la Caisse des dépôts, etc. À l'époque, oh là là, la santé. Déjà à cette époque, il y avait une peur du manque de visibilité pour un investisseur public français. Et j'ai passé mon temps à essayer de dire, établissez des cadres qui soient pluriannuels, des cadres de stabilité, de telle façon à ce qu'il y ait une lisibilité sur ce qu'on fait. Et n'oublions pas qu'on marche ensemble. Les sous étant des sous fermés, ça s'appelle l'ONDAM, la quantité d'argent est approuvée par le Parlement, vous l'approuvez en termes de Sénat, et à partir de là, dans le cadre de l'ONDAM, nos sorts sont liés. Donc notre sort de l'évolution de l'ONDAM, c'est le sort de la productivité du secteur public et privé. Et en réalité, notre sort aujourd'hui, il est beaucoup plus dépendant de la capacité qu'a l'hôpital public de se remettre au travail, de refaire les rapports d'efficacité, de telle façon que sur la même quantité d'argent financière, on en ait une répartition qui soit plus méritante plus juste, plus méritante en réalité, enfin, c'est le terme que j'emploie assez souvent, de telle façon à ce qu'on fasse des économies pour l'ensemble de la dépense sociale. Et notre contrainte aujourd'hui, c'est l'absence d'évolution du secteur public. C'est fondamentalement ça. Ne vous trompez pas. Nous, on mourra peut-être, ce qui est possible, mais il restera le secteur de l'évolution du secteur public qui est l'évolution majeure. On avait historiquement fait des tas de démarches avec la FHF à l'époque pour transformer les hôpitaux publics en fondations, en ESPIC. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tendance-là. On y avait cru, on avait dit enfin on va mettre la dimension économique sur le devant de la scène. Ouais, ça a été enterré par tous les ministres. Et la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais réessayé de dire il faut faire évoluer le secteur public. Le secteur privé, il meurt ou il survit. Voilà, donc lui... le problème des excès de comportement de la finance, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet du pouvoir de répartition entre les médecins et l'investisseur, ça, c'est un sujet. Et chez nous, ce n'est qu'un sujet de contrat d'exercice. Ce n'est pas un sujet du même ordre de grandeur que les sociétés d'exercice libérales, dans lequel il y a des répartitions d'actions qui sont sujets à beaucoup plus d'interprétations fines que les nôtres. Les nôtres, c'est très clair, et c'est pour ça que je suis rentré dans ce secteur-là il y a 35 ans. Merci. Je vous propose maintenant d'écouter 4 de nos collègues et vous répondrez ensuite, je pense, globalement aux 4 questions. La parole est à Daniel Chassin. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, de nous avoir présenté vos groupes. Je suis élu de la Corrèze, donc je voudrais dire que les établissements qui sont en Haute-Vienne et en Corrèze fonctionne à la satisfaction des patients et des professionnels privés, notamment les médecins généralistes.
et qu'ils ont une place, bien sûr, très très importante et complémentaire des CHU ou des CHR. Alors, vous nous aviez écrit concernant les problèmes, si vous voulez, des salariés du privé, et notamment les primes par rapport au public, les primes de nuit et de dimanche pour les professionnels. Donc moi, j'avais interrogé le ministre qui m'a indiqué que de ce côté-là, il était totalement ouvert à revoir les choses où en est-ce actuellement. Deuxièmement, vous nous avez indiqué, bien sûr, qu'il y avait des investissements très importants qui sont nécessaires pour l'évolution des techniques et des locaux. 200 millions d'investissements pour 40 millions de résultats. Et vous nous aviez également indiqué que le prix de journée de 0,4% était trop faible. Alors, le ministre, lui, indique que finalement, il ne connaît pas vos résultats des groupes. Voilà ce que j'ai compris. Bien sûr, le public, les hôpitaux publics seront augmentés de 4%, mais c'est vrai que la population qui est hospitalisée dans le public, c'est souvent quand même des maladies chroniques il y en a en clinique, mais beaucoup en privé, en public, ce qui est beaucoup plus important à prendre en charge. Et aussi, je sais que les hôpitaux sont aussi en difficulté et aussi en difficulté et en déficit. Donc, vous nous avez indiqué que malgré les déficits, vous avez la possibilité de poursuivre votre action et vos actionnaires sont d'accord. Et je voudrais vous demander que souhaitez-vous dans l'avenir de l'État pour que les établissements privés qui sont complètement complémentaires des hôpitaux et qui prennent une place maintenant très importante, poursuivre leur activité à la satisfaction des médecins et des patients. Vous répondrez globalement ensuite. Je vais prendre toutes les questions. Elisabeth. Merci, Président. Tout d'abord, merci, messieurs, de vous être prêtés à cet exercice, parce que ça nous donne aussi l'occasion, au niveau de la Commission des affaires sociales, de pouvoir vous poser un certain nombre de questions, mais surtout de vous entendre sur l'écosystème qui est le vôtre. En tout cas, avec l'ancienne présidente Catherine Deroche et quelques-unes de mes collègues, nous avions l'occasion d'aller visiter l'hôpital... non, c'était la clinique, pardon, à Saint-Göran, il me semble, à Stockholm. Et nous avons pu voir la complémentarité, effectivement, avec l'hôpital Karolinska, qui était public. Enfin, tout ça pour vous dire que la complémentarité, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de notre collègue qui disait tout à l'heure, le système de santé marche sur deux jambes, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a besoin de vous comme on a besoin aussi de l'hôpital public. Après, c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes. Vous partez pas avec, vous partez avec un petit handicap, on va dire, sur le plan financier. Moi, je voudrais juste vous interroger, vous qui avez une présence à l'international. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on est toujours suspicieux par rapport à l'investissement des groupes? Parce qu'en fait, pour nous citoyens, enfin, nous, on est là élus, mais pour nos citoyens, dès lors qu'on annonce l'installation ou la reprise par le privé, les patients sont plutôt très satisfaits parce que, voilà, il faut le reconnaître sur le terrain. Moi, j'ai chez moi aussi l'hôpital et la polyclinique. Et franchement... Les habitants de mon territoire, ils sont heureux d'avoir les deux, mais ils sont vraiment très, très heureux, hein, vraiment de pouvoir, dans certaines spécialités, plutôt d'aller à la polyclinique que d'aller à l'hôpital. Donc, pourquoi on est si suspicieux en France par rapport à ça? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits éléments de réflexion, vous qui avez cette présence dans d'autres pays? Qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a cette insatisfaction aujourd'hui, notre système de santé? Qu'est-ce qu'il faudrait pour le changer et pour qu'il aille vers des exercices qui se passent bien à l'étranger, quoi. Qu'est-ce que vous avez pu noter en termes de prise de position dans certains pays qui ont tout changé? Merci. Nadia Sollogoub. Oui, merci. Non, je me décale un peu, j'ai un problème de micro. Merci en effet d'être là aujourd'hui pour nous répondre, parce que
nous, en fait, élus des territoires, on a une seule préoccupation, c'est pour nos habitants de nos territoires, l'accès aux soins. C'est notre seul cap. Et moi, j'ai une question qui me taraude depuis un moment, c'est que l'outil de pilotage de l'hospitalisation dans les territoires ne marche que sur une seule jambe, parce que les GHT font comme si le privé n'existait pas. Alors, est-ce que ça vous semblerait pertinent? Est-ce qu'il faut remettre cette question sur la table, à savoir, et en plus, ça pourrait être un lieu de dialogue entre vous, ça a été évoqué, si le privé et le public ne se parlent que par élus interposés, enfin, c'est un petit peu compliqué d'avancer. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre dans les territoires des vrais outils de concertation pour travailler ensemble? Et puis, j'ai un deuxième sujet. Vous avez bien dit que dans l'activité, vous n'étiez pas en concurrence, mais en complémentarité. Par contre, il y a un domaine dans lequel vous êtes complètement en concurrence, c'est la ressource humaine, les collaborateurs, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants. Et là, vous êtes complètement en concurrence. Et c'est vrai que ce sujet a été un petit peu abordé lors des douloureuses négociations dont on sort péniblement. Je voudrais que vous nous confirmiez que les conditions de travail et de salaire de vos collaborateurs sont bien une priorité pour vous et une bataille au quotidien pour eux. Voilà, merci. Nadia, il nous reste une question. Céline Brulin, s'il vous plaît. Merci, Président. Je ne doute évidemment pas de l'altruisme de tous nos interlocuteurs de ce matin, en particulier à titre individuel, mais en entendant qu'il n'y avait que des résultats nets négatifs, beaucoup de déficits, pas de dividendes versés, on est un certain nombre ici à se poser la question, mais quel est donc l'objectif de votre activité? Parce que on pourrait tous tout à fait comprendre, y compris moi, que lorsque des capitaux privés sont investis, il y a une attente de retour sur ces investissements. Et je le dis d'autant plus que dans cette situation que vous décrivez, on voit que vous continuez les uns et les autres d'acquérir parfois des centres de santé, y compris qui sont dans des situations, par exemple, de redressement judiciaire, donc dans des situations économiques un peu compliquées, ou que vous acquérez des cliniques. Donc quel est le but si cette activité, finalement, ne rapporte quasiment rien, voire rien? Première question un petit peu provocatrice, mais vous comprendrez que les propos que vous avez tenus nous conduisent forcément à ce genre de questions. Et autre question un peu provocatrice, je trouve, et je le dis cash, mais avec tout à fait respect, je trouve que vous faites de la politique, au sens où vous avez une vision de l'organisation sociale, de l'organisation des soins, et que vous dites assez clairement que vous comptez peser sur les décisions, les orientations, la vision qui est celle de notre pays en la matière. Par exemple, vous dites qu'il faut moderniser l'hôpital. Alors, bien sûr, dit sous cette forme, on pourrait tous être d'accord, évidemment. Vous dites que le monopole, ce que vous considérez être aujourd'hui un monopole public, est à réinterroger. Et donc, question, quelle est votre légitimité à vouloir peser et influer sur cette organisation de notre société? Merci. Je vous laisse répondre. Je me permets peut-être de prendre la... Je me permets peut-être, madame, de prendre... Je me permets de prendre la question... S'il vous plaît, s'il vous plaît... S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole. Que nous n'ayons pas le même point de vue, monsieur, c'est plutôt sain. Mais que nous n'ayons pas le même point de vue, monsieur, c'est plutôt sain. Mais ne me dites pas et ne dites à personne ici que nous ne regardons pas la réalité en face parce que nous y sommes confrontés dans notre mandat d'élu au quotidien. Chers collègues, s'il vous plaît, la parole est à monsieur Roche. Merci, monsieur le Président. Non, je vous en prie. Je vais me permettre de répondre à une ou deux questions et je laisserai mes collègues et ceux calmement, et tout débat est intéressant. Madame Doineau nous posait la question quelles leçons, et tout n'est pas parfait, qu'on soit clair, dans les systèmes de santé étrangers. Effectivement, depuis 5 ans, donc moi j'ai l'expérience, je suis tous les mois en Suède, Norvège et Danemark. Et Madame Doineau évoquait l'hôpital de Saint-Göran. Et à travers cet exemple, j'aimerais vous donner un sentiment personnel. Madame Doineau nous posait la question sur le système de soins français, en tous les cas,
2, 3 réflexions par rapport à ça. Quelques points. Saint-Göran est un hôpital que nous gérons à Stockholm depuis 25 ans, suite à 3 appels d'offres, et en partenariat avec le Karolinska, qui est le grand hôpital universitaire renommé de la Suède. Il se trouve que cet hôpital, l'appel d'offres, la gestion arrive à échéance en 2026, et nous venons de candidater, sûrement comme d'autres, la semaine dernière, enfin le 17 mai pour être précis, pour continuer à gérer cet hôpital. Et j'aimerais insister sur 2, 3 choses pour en revenir au système français par rapport à ce qui serait, selon nous, nécessaire, tant pour nous que, je crois, pour nos confrères du public. Le premier sujet, lorsque la région de Stockholm lance un nouvel appel d'offres pour l'hôpital de Saint-Göran, elle donne une visibilité de 8 ans, plus 4 ans éventuellement. Dit différemment, nous avons au moins 8 ans de visibilité sur le tarif auquel nous serons payés. C'est absolument majeur dans un contexte, on est dans un métier d'investissement lourd, ce qu'on a cherché à exprimer, on est dans un métier de long terme, et la région de Stockholm dit voilà, qui se propose de gérer cet hôpital, 2000 collaborateurs, 100 000 passages aux urgences, très renommé en cancer du sein et la prostate. Donc 8 ans de visibilité tarifaire plus 4 ans. Deuxième sujet, et je vais évidemment après faire le parallèle avec la France, 5% de la rémunération est assise sur la qualité. Donc ça peut être plus 5 ou moins 5 en fonction de critères qualité qui sont définis par la région. Et donc, je reviens maintenant, après ceci, au parallèle de la France. Et troisième point, c'est une transparence absolue pour les 10 millions de citoyens suédois. C'est-à-dire, ils peuvent regarder dans notre hôpital, ou les hôpitaux publics très renommés à Stockholm, comme le Karolinska, Danderyd ou Skoujuset, ils peuvent regarder, par exemple, nous gérons 3000 et quelques patients diabétiques type 1. Nous avons un engagement pour que 97% d'entre eux de tête, et ceci est public sur un site, nous devons mettre les données, 97% d'entre eux ont bien eu leur 4 contrôles d'hémoglobine glyquée chaque année, que nous devons pour 98% d'entre eux faire un contrôle du pied diabétique tous les 2 ans, etc. Je reviens donc à la France par rapport à quelques leçons, quelques enseignements. Une fois de plus, aucun système n'est parfait. Par rapport à la question de Mme Noineau, je suis convaincu, au bout de 12 ans, voilà, réflexion personnelle, que dans les 254 milliards d'ONDAM votés cette année, il y a 2, 3 choses qui seraient nécessaires pour mieux exercer notre métier, tous hôpitaux confondus. La première chose, c'est la pluriannualité. C'est une visibilité tarifaire indexée sur l'inflation, une fois de plus dans un métier de long terme. Je vais me permettre de dire que je crois que la Fédération des hôpitaux publics, la FHF, y croit profondément. Le deuxième sujet, et je vais être factuel, il y a 400 000 lits d'hôpitaux en France, il y avait déjà 400 000 lits quasiment il y a 10 ans. Or, le nombre de séjours hors ambulatoire, c'est-à-dire de plus d'une nuit, en MCO, médecine, chirurgie obstétrique, a baissé depuis 10 ans. De par justement le développement de l'ambulatoire, et Sébastien Proto y assistait, de par des retours à domicile plus précoces, de par des plateaux de kiné de ville, etc. C'est très bien. Nous sommes tous sortis, si je peux permettre, du Covid en disant nous sommes passés près de la catastrophe sur les lits de réanimation. Nous sommes rentrés le 12 mars 2020 dans le Covid avec exactement 5051 lits de réanimation installés en France. Et sous la houlette du ministre, nous sommes montés tout hospitalier confondu à 7200, et je crois sincèrement qu'aucun Français n'est décédé comme dans d'autres pays dans un couloir, etc., parce qu'il n'a pas trouvé un lit. Mais au sortir de ça, à travers les lits de réanimation, beaucoup de personnes, je ne me permets pas de préjuger ce qu'il en est vous concernant, sont convaincus qu'on manque de lits d'hôpitaux en France. La réalité, rapport IGAS, IGF, etc., le taux d'occupation en moyenne, messieurs et mesdames les sénateurs, des 400 000 lits d'hôpitaux en France est à 72-73%. Et donc je pense qu'au niveau de l'offre, il y a une problématique de restructuration de l'offre hospitalière en France, et dans les autres pays, comment cette restructuration de l'offre, parce que pareil, développement de l'ambulatoire, développement à domicile, c'est partagé, par la transparence et des objectifs de santé publique. Donc si j'ai un grand regret pour notre pays depuis 10 ans, c'est qu'en tant qu'hospitalier, nous ne soyons pas plus sous contrainte, rémunération sur la qualité. Aujourd'hui, l'IFAC, c'est 700 millions sur 105,6 milliards exactement de budget hospitalier 2024. Et sur les 700 millions, il y en a la moitié qui sont au chiffre d'affaires, dit différemment, qui sont à l'activité. 0,3% de la rémunération hospitalière que nous sommes n'est que sur la qualité. Et ça n'aide pas
les Français, les citoyens à avoir une transparence sur les indicateurs et choisir leur hôpital, ça ne nous pousse pas à créer de l'émulation. Et je crois profondément, si j'ai une leçon des 3 pays nordiques dans lesquels donc, je suis tous les mois, je crois profondément à un système beaucoup plus basé sur des objectifs de santé publique. Et je conclurai là, Madame Doineau disait oui, nos objectifs de santé publique depuis 2000 ont baissé en France. Sur les 22 indicateurs clés de l'OMS, ils ont baissé. Et je trouve que notre pays est très en retard sur la rémunération à la qualité et la transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Merci, Monsieur Proto. Oui, je vais partir de la dernière question et remonter pour arriver aux premières questions. Au fond, moi je trouve qu'il y a un petit peu un paradoxe parce que je comprends que vous puissiez dire, et Daniel l'a dit aussi, il comprend que vous puissiez dire qu'on ne comprend pas trop pourquoi on a des investisseurs privés si on ne fait pas de résultats positifs. Que font-ils là ? C'est un peu le sujet. Et vous dites, vous avez une vision politique. Non, je ne crois pas, Madame la sénatrice. Très sincèrement, il n'y a pas de vision politique. C'est une vision profondément sanitaire et de santé publique. Depuis le 19e siècle, le système de santé français est structuré sur 2 jambes, le public et le privé. Nous nous inscrivons dans cette histoire, au fond. Et cette histoire, et là, il y a des convictions personnelles, elles ne sont pas politiques, ce sont des convictions. Cette histoire, elle est fondamentalement bonne pour les patients, tant qu'il y a à la fois de la complémentarité, un peu de concurrence, mais que le système est tiré vers le haut. Et je pense que la présence du privé, lucratif, non lucratif, et du public, ensemble, ça tire le système vers le haut. En revanche, à partir du moment où on dit il faut un secteur privé de la santé, il a besoin d'investisseurs. Ou alors c'est un secteur public, parce que l'investissement est payé par l'État. Pour qu'il y ait des investisseurs privés, à un moment donné, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Ils n'en gagnent pas par les dividendes. J'espère que là-dessus, désormais, les choses sont bien clarifiées. Ils en gagnent au moment où ils sortent. Et le paradoxe... Pardon ? Par la plus-value, mais qui n'est pas un vilain mot pour moi, parce que, et c'est ça que je trouve un petit peu paradoxal, finalement, il faut, si on avait été en résultat net positif, il aurait fallu qu'on le justifie, on aurait considéré que le résultat net positif, il partait on ne sait où, et je ne caricature pas les propos, hein, les questions sont légitimes, mais finalement, on est plutôt rassuré quand on dit qu'on est en perte, on est rassuré quand on dit qu'on a des déficits. Moi, ça ne me rassure pas beaucoup, parce que ça veut dire en fait que, et je l'ai dit à Thomas Fatome, vous parlez beaucoup de lui, hein, financiarisation de la santé. En ce qui concerne l'hospitalisation privée, moi je vais vous dire, mon inquiétude, c'est la définanciarisation. Les investisseurs privés, ils sont partis. Donc en fait, s'il y a des recherches de plus-value de la part des actionnaires actuels, c'est pas pour maintenant, et puis c'est pas pour demain non plus. Parce que le cadre de régulation est devenu tellement mauvais, au détriment de tout le monde, public et privé, de tout le monde, que, évidemment, à rebours de l'objectif d'attirer des investisseurs étrangers en France, encore mis en avant dans le dernier sommet de Choose France, il n'y a plus d'investisseurs qui vont investir dans le secteur de l'hospitalisation privée. Ceux qui y sont, y sont. Mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Je trouve ça assez inquiétant. Je finis. Et vous nous dites, Madame la sénatrice, mais finalement, on ne comprend pas parce que vous continuez à acquérir. Alors, d'abord, non. Très, très peu, marginalement. Deuxièmement, là encore, il y a des paradoxes. Quand un établissement est en liquidation judiciaire, généralement un acteur indépendant, petit indépendant, l'ARS vient nous voir et nous dit « Attendez, il y a des enjeux sanitaires dans le territoire. Il faut le reprendre, hein, Monsieur Rocher, Monsieur Proto, Monsieur Caille. Reprenez-le, cet actif. » Et nous, il dit « Vous êtes gentil, mais on n'a pas vocation à reprendre de tout et son contraire. » Mais vous voyez bien qu'il y a ce paradoxe. Parce qu'en fait, le cœur du sujet, c'est l'offre dans les territoires et la capacité à la maintenir. Et nous avons toutes ces injonctions paradoxales. Ne faites pas de profit, mais investissez. Gardez les activités, mais vous avez des activités de plus en plus sans perte. Fermez pas de maternité, mais attention, elle passe sous les 500 accouchements. Et on gère, non pas de la politique, mais des paradoxes. Et on essaie de le faire, chacun avec ses convictions, de la meilleure manière qui soit. Et je veux terminer sur un point qui me tient à cœur. Nous avons parlé de la financiarisation sous l'angle des sociétés d'exercice libéral. Et c'était votre interrogation, je n'ai pas eu le temps de rebondir tout à l'heure. Il y a une ordonnance. Elle date de mémoire de février ou d'août 2023. Elle est insuffisante.
Et ça, c'est de la financiarisation. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée d'acteurs purement financiers au capital des sociétés d'exercice libéral des praticiens, c'est-à-dire de non-exerçants dans des structures de professionnels exerçants. Et nous n'avons eu de cesse, je pense nous trois d'ailleurs, de dire l'ordonnance n'est pas suffisamment protectrice. Nous avons eu ce débat lors du PLFSS 2024, nous l'avons indiqué à la CNAM, nous l'avons indiqué à l'Assemblée nationale, nous avons dit nous considérons que cette ordonnance n'est pas suffisante. D'ailleurs, depuis, le Conseil national de l'Ordre des médecins a dit qu'elle ne l'était pas. Il a dit que ça n'empêchait pas des détournements, les actions de préférence, les droits de vote double, bref, tous les mécanismes qui permettent à des tiers non exerçants de prendre de fait le contrôle de l'activité des professionnels de santé. Ça, c'est de la financiarisation. Pas ce qu'on fait. Et j'aimerais vraiment, au-delà des polémiques, je peux comprendre des questions, des interrogations sur les anglo-saxons, j'aimerais vraiment vous convaincre de ça. Il y a des grandes différences dans ce domaine. Et plus on met tout dans le même sac sous la thématique financiarisation, je trouve, plus on passe à côté de certains sujets. Merci, M. Cailly. Oui, je suis un entrepreneur. Donc je m'excuse de mes termes qui sont très directs, mais le fond est bon. On vit au quotidien avec l'hôpital public. Moi, je vis au quotidien. Je fais 60% des urgences de l'agglomération rennaise. Quand le CHU tousse, c'est moi qui suis étranglé. Et quand quelque part j'ai des difficultés, c'est le CHU. Donc on est au quotidien, donc on parle au quotidien. Donc la capacité à travailler ensemble, on la vit. À Rennes, je fais 40%, à Nantes, je fais 40% des urgences. Quand il y a la moindre défaillance dans l'organisation, donc notre rôle, il est considérable sur le plan du terrain. Et ce n'est pas par hasard, c'est qu'on est venu combler des vides. On n'est pas venu combler des pleins. On est venu combler des vides d'une prise en charge qui est une prise en charge qui est des fois à des tailles critiques. Donc essayons de nous sauver les uns et les autres. Et c'est cette solidarité que j'ai toujours exprimée. Je ne voulais pas m'exprimer autre chose. Non, l'Europe est plus innovante que la France, qui est plus engoncée. Moi, je gère des hôpitaux publics, vous voyez, en Espagne. Je gère des hôpitaux publics avec un paiement au forfait. Un paiement au forfait par habitant, une capitation fees, et on gère, on est hyper contrôlé, hein, et on a des objectifs de qualité, de résultats, mais au fond, il n'y a pas de sujet dans une configuration, c'est à Valence, pour ceux qui s'intéresseraient, et je vous invite à venir voir. Et ben, le fait de gérer au forfait, ça permet de voir la dépense de santé d'une autre vision que d'être payé à l'activité. On regarde quel est le juste soin au bon moment. Donc tous les thèmes de prévention ou de pertinence, qui sont des thèmes sur lesquels on ne progresse pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas en pertinence? C'est que dès qu'on est sur les sujets de pertinence, tout s'arrête. Tout s'arrête parce que, oh là 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 là. Et même, alors là, de tout secteur, on a énormément de peine à avancer sur qu'est-ce qui est pertinent ou pas pertinent dans le monde de la santé. Ce n'est pas du tout le dogme ailleurs en Europe. Parlons de la pertinence, de l'analyse de radiologie, de l'analyse biologique, de la cotation de l'acte médecin. Donc, honnêtement, le conservatisme, il est de l'immobilisme en France sur la santé, et c'est dommage. Et c'est dommage. Moi, j'ai oublié de faire réappel à mes investisseurs pour partir en New York. Il n'y a pas eu un sou de la France qui est parti à l'international, mais ils ont remis au pot en disant, écoutez, se développer en France aujourd'hui est imbécile. Est imbécile. En réalité, on fait face à des demandes de cas de crise, mais aujourd'hui, on n'a pas du tout de motivation à se renforcer en France. On a une obligation dans un certain nombre de territoires, là où on est, de le faire. Et effectivement, pour répondre à monsieur, la valorisation, c'est une valorisation de boutiquier. On a une valorisation de fonds de commerce. Quand on fait plus de chiffre d'affaires et qu'on progresse, comme tout fonds de commerce, ça vaut plus cher. Donc la plus-value, c'est le fait qu'on a réussi à grandir malgré les difficultés économiques. Ça ne tient que là-dessus. Et c'est fragile parce que ça tient si quelqu'un l'achète. Hein. Et aujourd'hui, ce on vous dit sans arrêt, c'est qu'on ne trouvera personne pour acheter le développement de l'activité qu'on fait. Aujourd'hui, on est à l'arrêt. Bon, c'est pas mortel, encore une fois, puisque quelque part, on tient. Mais c'est à un moment, c'est la solvabilisation du secteur lui-même qui va se poser. Et j'ai toujours appelé de mes voeux, moi, un organisme parapublic, un tour de table d'investisseurs français, long terme, qui soient capables de s'engager sur la durée. Et aujourd'hui, ils sont frileux. Et quand vous regardez ce qui se passe ou ce qui s'est passé, des fois, on se dit, ils n'ont peut-être pas tort d'être frileux. Hein. Donc, il ne faut pas non plus trop reprocher d'aller chercher des investisseurs qui l'étaient un peu moins, peut-être en méconnaissance de cause. Mais en tout cas, en connaissance de cause, des investisseurs français, à part la Caisse des dépôts, à la BPI chez moi, ils ont tous dit non. Hein. Moi, j'ai trouvé mes banques historiques
et une mutuelle, qui est la MACSF, pour ceux qui veulent, qui ont dit, nous, ça nous intéresse, parce que c'est notre métier d'assurer les médecins. Donc ça, c'est important quand même qu'on regarde. Donc c'est les seuls, les banques, la MACSF et la BPI. Mais nom d'un chien, on n'ira pas très loin avec simplement ces joueurs-là. Il faut constituer un tour de table de gens qui sont capables d'aller loin et d'accompagner en étant vigilants. Et moi, j'appelle vraiment à un tour de table de puissance institutionnelle long terme pour arriver à solvabiliser ce secteur qui l'est plus. Merci, monsieur. Dernière question de Laurence Cohen, puis nous arrêterons. Oui, ce ne sera pas une question, ce serait juste non, Laurence Muller-Brun, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Oui, non, c'est pas Laurence Cohen. Laurence Muller-Brun. Merci, Président. Moi, je reviens d'une mission avec notre Président Philippe Mouillet et quelques-unes de mes collègues qui sont toutes parties là. Nous étions en Allemagne et au Danemark. Vous avez évoqué le Danemark pour justement comprendre leur système hospitalier. Ils sont, alors l'Allemagne, et moi je suis donc élue du Bas-Rhin, donc on a vraiment beaucoup de proximité, et j'étais maire d'une commune sur le Rhin, donc vraiment on a beaucoup de gens qui vont se faire soigner en face. Et l'Allemagne est à la veille d'une grande réforme hospitalière. Ils ont 1950 hôpitaux. Ils dépensent énormément d'argent, encore plus que la France, pour le soin de leurs concitoyens. Ils constatent qu'il n'y a pas de résultat. Et donc, leur réforme, ils vont descendre à 900 hôpitaux. Donc, ils vont fermer 1000 hôpitaux. Et le Danemark, la réforme est déjà derrière eux, mais ils vont encore, là on était juste à la veille de décisions très importantes sur leur système hospitalier. Alors, vous ne pourrez pas nous l'expliquer en si peu de temps, mais il serait intéressant d'entendre quel regard vous avez sur ces réformes pour des pays qui ne sont pas dans l'immobilisme, justement, ce dont vous avez parlé. Est-ce que c'est bon pour les patients? On a remarqué, moi je me souviens surtout qu'ils nous ont dit que c'était le médecin généraliste qui redevenait le centre. Et nous, on a un souci avec nos médecins généralistes, donc ça m'a paru très intéressant que le médecin généraliste redevienne le centre et l'acteur de proximité avec tout un déploiement différent. Ce serait peut-être intéressant de se consulter ou d'avoir un rendez-vous pour en parler avec vous. Merci. Merci Madame la sénatrice. Non, juste en 10 secondes, je ne suis pas familier, mais ravi effectivement de partager avec vous, d'être auditionné une autre fois, etc. Je vais faire très court, que ce soit en Norvège, Danemark et Suède, nous sommes avant tout payés à la capitation. Un système de délégation d'État, je vous donnerai un chiffre qui me frappe beaucoup. En Suède, donc, où nous avons 1 million de Suédois dans nos centres de soins primaires, oui, le médecin généraliste joue un rôle majeur. Deuxièmement, nous avons des outils digitaux de continuité des soins pendant la nuit, etc. Et c'est la force d'un groupe qui est dans beaucoup de pays. Nous cherchons à développer ces outils en France. La grande différence, en un chiffre, c'est que 92% en Suède des patients qui viennent dans les centres de soins primaires, comme au Danemark, ils sont préqualifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient, s'il vient vendredi à 10h, c'est parce que justement, peut-être, il est diabétique type 1, il vient pour son contrôle diabétique, et à 10h, c'est une infirmière avec un DU de diabétologie qui va le recevoir. Si jamais, au bout de 20 minutes, elle se rend compte que c'est un peu plus compliqué, la créatinine, l'hémoglobine glyquée a dérivé, elle va dire « attendez 10 minutes » et elle voit le médecin généraliste. Dit différemment, les médecins généralistes en Suède, qui sont moins nombreux par habitant qu'en France, comme les infirmières, se concentrent sur les cas les plus complexes. Et comme le disait un de mes collègues, comme on est payé à la capitation, je reviens à un chiffre, 12 à 14 patients par jour sont vus par un médecin par rapport à une délégation des tâches, 25 personnes, unité de lieu, continuité de soins, on dirait dans d'autres métiers multicanal, et routine la nuit pour aller tourner autour des patients les plus fragiles, amener un cathéter, etc. C'est une autre approche, c'est un changement de paradigme pour faire chic par rapport au système qu'on connaît en France. Mais voilà, ravi d'en parler une autre fois. Bien, écoutez, nous en avons terminé. Merci en tout cas, messieurs, de votre disponibilité, de vous être prêtés aux réponses à nos collègues. Merci. Bonne journée. Merci.